Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Antilles-Guyane, juin 2017. Exercice 4. Dans tout l'exercice, N désigne un entier naturel strictement positif. Le but de l'exercice est d'étudier l'équation EN, ln de x sur x est égal à 1 sur n ayant pour inconnu le nombre réel strictement positif x. Partie A, soit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini par f de x est égal à ln de x sur x. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. On a donné en annexe, qui n'est pas à rendre, la courbe représentative CF de la fonction f dans un repère orthogonal. Première question, étudier les variations de la fonction f. Nous avons ici la suite de l'exercice. Partie graphique. Nous allons corriger l'exercice 4, Antilles-Guyane, juin 2017. On nous dit que dans tout l'exercice, n désigne un entier naturel strictement positif. Le but de l'exercice est d'étudier l'équation En, ln de x sur x est égal à 1 sur n, ayant pour inconnu le nombre réel strictement positif x. Partie A, on nous dit soit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini par f de x est égal à ln de x sur x. On nous dit, on admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini et on a donné en annexe, qui n'est pas à rendre, la courbe représentative CF de la fonction f dans un repère orthogonal. Nous avons la courbe ici. Et la question, la première question, étudier les variations de la fonction f. Alors c'est très simple, on nous donne une fonction f qui est égale à ln de x sur x et on nous demande d'étudier les variations de la fonction f. Alors, on sait que la fonction ln est définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. La fonction ln est continue et dérivable sur cet intervalle. De même au dénominateur, nous avons x, c'est un polynôme. Donc, tout polynôme est défini continu sur R. Donc, on voit bien que notre fonction f, qui est le rapport de deux fonctions, qui sont donc continues et dérivables l'une sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, l'autre sur R. Donc, il est évident que notre fonction f est continue et dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Donc, la fonction f étant dérivable, on peut donc dériver notre fonction f. Donc, on précise que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini comme étant le rapport de deux fonctions qui sont dérivables sur cet intervalle. On peut donc dériver notre fonction. Nous avons donc f' de x est égal à la dérivée de ln de x sur x. Alors ici, nous avons un quotient. La dérivée d'un quotient, on connaît. Alors, on fait un petit rappel de cours. Que la dérivée de u sur v, c'est bien u' qui multiplie v moins v' qui multiplie u sur v au carré. Donc, u pour nous, c'est ln de x et v, c'est bien x. Donc, on applique ce qui nous donne la dérivée de ln de x multipliée par x moins la dérivée de x multipliée par ln de x, le tout sur x au carré. Alors, la dérivée de ln de x, on sait voir le cours, c'est bien 1 sur x. La dérivée de x tout court, on sait que c'est 1. Donc, on remplace et on obtient 1 sur x multiplié par x moins 1 qui multiplie ln de x sur x carré. Alors, 1 sur x multiplié par x, on peut simplifier par x et il nous reste 1. Donc, on obtient 1 moins ln de x sur x au carré. Donc, on a bien f' de x est égal à 1 moins ln de x sur x au carré. On nous demande d'étudier les variations de la fonction f. On connaît la fonction dérivée. On va donc étudier le signe de la fonction dérivée.
signe de la fonction dérivée, nous avons f' de x, on a vu, c'est égal à 1 moins ln de x sur x au carré. Alors, au dénominateur, nous avons x au carré. Étant donné que x est dans l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, x est déjà positif, ce qui montre que son carré est aussi positif. Donc, on va le préciser que pour tout réel x de cet intervalle, nous avons x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire positif, et donc son carré l'est aussi. Donc, x au carré est aussi strictement supérieur à 0. Le signe du dénominateur, c'est le signe plus, ce qui montre que le signe de notre fonction dérivée est celui du numérateur. Donc, on va écrire que f' de x a le même signe que son numérateur, c'est-à-dire 1 moins ln de x. On va donc étudier le signe de 1 moins ln de x. Alors, 1 moins ln de x est supérieur ou égal à 0. Si et seulement si, alors on va donc résoudre cette inéquation. On va amener ce 1 dans l'autre membre. Donc, on obtient moins ln de x est supérieur ou égal à moins 1. Ici, nous avons le signe moins. On va donc multiplier l'inéquation par moins 1. Tout en sachant qu'en multipliant par moins 1, l'inégalité va changer de sens. Nous obtenons donc ln de x est inférieur ou égal à 1. Alors ici, nous avons 1. On sait que 1, c'est bien ln de e. Nous obtenons donc, en remplaçant 1 par ln de e, on a ln de x est inférieur ou égal à ln de e. Alors ici, nous avons la fonction ln est une fonction qui est croissante. Donc, le fait qu'on a ln de x est inférieur ou égal à ln de e, nous avons donc l'équivalence avec l'inéquation x inférieur ou égal à e. Donc, 1 moins ln de x est positif si et seulement si x est plus petit que e. C'est bien le signe de f' de x. Donc, on conclut que f' de x est donc positif si et seulement si x est donc inférieur ou égal à e. Ce qui nous permet donc de conclure que notre fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert à 0 fermé à e. Et évidemment, donc, f' de x est négative. Donc, f' de x est inférieur ou égal à 0. On fait la même chose si et seulement si. Donc, on obtient à la place de inférieur ou égal, on obtient supérieur ou égal. Donc, on fait la même chose. Donc, on obtient x supérieur ou égal à e. Ce qui montre que notre fonction f est donc décroissante sur l'intervalle fermé à e ouvert à plus l'infini. Nous avons donc ici les variations de notre fonction f. La deuxième question, déterminer son maximum. Alors, il est évident que entre 0 et e, la fonction est croissante. Puis de e à plus l'infini, la fonction est décroissante. Donc, nous avons le maximum au point x est égal à e. Donc, au point x est égal à e, nous avons le maximum. On peut le voir en faisant même le tableau de variation pour que ça soit beaucoup plus clair. Alors, on peut faire le petit tableau de variation. Ici, nous avons x, f' de x, et ici, la fonction f. L'intervalle d'étude, c'est de 0 à plus l'infini. Et la valeur qui annule la fonction dérivée, c'est bien x est égal à e. Donc, ici, on a 0, e et plus l'infini. Alors, au point x est égal à e, la fonction f' de x s'annule. Donc, ici, on a un 0. Et la fonction f n'est pas définie au point x est égal à 0. Donc, elle n'est pas dérivable au point x est égal à 0. D'où on trace ici. Alors, on a vu que f' de x est positive si et seulement si x est plus petit que e. Donc, ici, nous avons plus. Et ici, on a moins. Donc, on voit bien qu'on a une croissance suivie d'une décroissance. Donc, notre fonction f admet bien un maximum au point x est égal à e. Alors, nous avons donc f' de x est égal à 0. C'est évident, c'est si et seulement si x est égal à e. Donc, si on remplace f' de x par son expression 1 moins ln de x sur x carré est égal à 0. Donc, on trouve 1 moins ln de x est égal à 0, puis moins ln de x est égal à moins 1, et on multiplie par moins 1, et on trouve ln de x est égal à 1, et 1 c'est ln de e, donc on a bien x est égal à e. Donc notre fonction f
admet un maximum au point d'abscisse x est égal à e. Alors, le maximum, donc, c'est la valeur prise par f au point x est égal à e. Donc, la fonction f est bien définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini par f de x est égal à ln de x sur e. Donc, le maximum, c'est bien f de e qui est égal à, on remplace x par e, on a ln de e sur e. Alors, ln de e, on sait que c'est 1. Donc, ce qui nous donne bien 1 sur e. Donc, on peut prendre ce maximum, on le pose sur le tableau de variation. On peut compléter le tableau de variation, peut-être qu'on en a besoin dans la suite, sinon on n'a pas demandé le tableau de variation. Alors, s'il faut compléter notre tableau de variation, on a la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de ln de x sur x. Pourquoi par valeur supérieure? Parce que la fonction n'est pas définie à gauche de 0, ni même au point x est égal à 0. Ce n'est qu'à droite de 0. Quand x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Donc on obtient moins l'infini sur 0 plus. Alors, moins l'infini sur 0 plus, c'est pas une forme indéterminée, c'est moins l'infini divisé par un nombre qui est positif, mais qui est proche de 0, ce qui nous donne bien moins l'infini. On met donc moins l'infini ici. Et l'autre limite, alors c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc s'il faut compléter notre petit tableau de variation, ça fait donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ça fait plus l'infini. Donc on obtient plus l'infini sur plus l'infini. Ici, on a une forme indéterminée. Pour lever cette forme indéterminée, c'est très simple, on fait appel au théorème des croissances comparées. Alors cette limite, c'est bien une limite classique. Nous avons ici le théorème des croissances comparées nous dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égale à 0. Donc, la limite, on remplace directement la limite quand n tend vers plus l'infini de f de x, c'est bien la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x qui est égal à 0. Et on peut compléter notre tableau de variation, même si on ne nous l'a pas demandé, mais ici il était question qu'on puisse bien montrer que la fonction f admet un maximum au point x est égal à e, et ce maximum est égal à 1 sur e. On vient de terminer la partie A, nous allons faire la partie B. Dans cette partie, on nous dit, la première question, montrer que pour n supérieur ou égal à 3, l'équation f de x est égale à 1 sur e possède une unique solution sur l'intervalle fermé de 1 à e, noté alpha n. Alors c'est très simple, on nous dit de montrer que l'équation f de x est égale à 1 sur n possède une unique solution, l'unicité de la solution. Alors pour faire cette question, c'est très simple, on utilise soit le théorème de la bijection ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. C'est très simple, on va prendre donc le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Ce corollaire nous dit que soit f, une fonction définie, est strictement monotone sur un intervalle i. Alors donc, il faut que f soit strictement monotone, soit monotone croissante, monotone décroissante. Pas les deux au même moment sur un intervalle i. A et B étant deux réels dans i. Pour k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x est égale à k admet une unique solution c compris entre a et b. C'est l'unicité de la solution. Alors, a et b, nous allons prendre comme étant les bornes. Donc, a, ça sera 1, b, ça sera e. Et on va calculer f de 1, f de b. Et voir, ici, on nous dit f de x est égal à 1 sur n. Donc, k pour nous, c'est 1 sur n. Donc, il faut que k soit compris entre f de a et f de b. Donc, on va appliquer ce corollaire. Alors, on a vu à la première question, que notre fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert à 0 fermé à e. Alors, étant donné que l'intervalle fermé de 1 à e est contenu dans l'intervalle ouvert à 0 fermé à e, donc on conclut que notre fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle fermé de 1 à e. Donc la première condition, elle est satisfaite. C'est-à-dire que la fonction f
est strictement monotone. Maintenant, on va prendre A et B. A et B, on va prendre les bornes. Donc, on va calculer f de A et f de B. Les bornes, c'est 1 et E. Donc, on va calculer f de 1 et f de E. Alors, on rappelle que notre fonction f est définie par f de x est égal à ln de x sur x. On peut donc calculer f de 1. f de 1 est égal à, alors on remplace x par 1, nous obtenons donc 0 sur 1. 0 sur 1, ça fait bien 0. On voit bien que, alors k pour nous, c'est 1 sur n. Étant donné que n est supérieur ou égal à 3, on voit bien que 0 sur e est plus petit que 1 sur n, quelle que soit l'entier naturelle n supérieur ou égal à 3. On calcule aussi f de b. Donc f de b pour nous, c'est f de e. Donc on a f de e est égal à ln de e sur e. ln de e, c'est bien 1. Donc on obtient 1 sur e. On voit bien que 1 sur e est plus grand que 1 sur n. Pourquoi? Parce que n est supérieur ou égal à 3. Alors pour que ça soit beaucoup plus clair, on peut préciser que e est plus petit que 3 et inférieur ou égal à n. Donc en prenant les inverses, on a bien, les inégalités vont changer de sens, on a bien 1 sur e est strictement supérieur à 1 sur 3 et c'est donc supérieur ou égal à 1 sur n. Donc 1 sur e est strictement supérieur à 1 sur n. Alors on voit bien que notre équation f de x est égal à 1 sur n est bien compris entre 0 et 1 sur e. Donc on va préciser que 1 sur n est compris entre 0 et 1 sur e. Donc on va donc conclure par rapport au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'on nous dit que pour k compris entre f de a et f de b, donc notre k c'est bien 1 sur n, c'est compris entre 0 qui est f de 1 et 1 sur e qui est f de e. Donc notre équation, on va donc conclure que d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, notre équation f de x est égale à 1 sur e admet donc une solution unique alpha n sur l'intervalle fermé de 1 à e. Deuxième question. D'après ce qui précède, pour tout entier n supérieur ou égal à 3, le nombre réel alpha n est solution de l'équation en. En petit a, sur le graphique sont tracées les droites D3, D4 et D5 d'équations respectives. Y est égal à 1 tiers, Y est égal à 1 quart, Y est égal à 1 sur 5. Et la question, conjecturer le sens de variation de la suite alpha n. Alors on va prendre le graphique. Nous avons le graphique ici. On nous dit D3, D4, D5 d'équation. Y est égal à 1 tiers, Y est égal à 1 quart et Y est égal à 1 sur 5. Nous avons donc ici les droites. Il est évident que 1 tiers est plus grand que 1 quart et plus grand que 1 sur 5. Donc on va écrire, puisque 1 tiers est plus grand que 1 quart est plus grand que 1 sur 5. Donc la première droite ici, c'est bien D3. La deuxième, c'est donc D4. Et la troisième en bas, c'est donc D5. Alors à la question précédente, on a vu que sur l'intervalle fermé de 1 à e, l'équation f de x est égale à 1 sur n admet une unique solution. Donc e c'est à peu près 2,718. Donc si on trace ici, on a ici donc l'unique solution, c'est donc ici par rapport à D3, on voit bien qu'ici nous avons alpha 3. Ici on trace donc, ici nous avons donc le point commun, donc l'intersection. Nous avons donc la solution unique ici, alpha 4. Et ici aussi, on trace, nous avons donc ici, donc sur l'abscisse, on voit bien que entre 1 et e, nous avons alpha 5, alpha 4 et alpha 3. On voit bien que alpha 5 est plus petit que alpha 4 et plus petit que alpha 3. Donc, on peut conclure que le fait que 1 tiers soit strictement supérieur à 1 quart et strictement supérieur à 1 sur 5, nous avons donc
alpha 3 est donc supérieur à alpha 4 et strictement supérieur à alpha 5. C'est-à-dire qu'en commençant par alpha 5, on a donc alpha 5 est inférieur à alpha 4 et c'est inférieur à alpha 3. Ce qui nous permet donc de conjecturer que la suite alpha n est donc une suite décroissante. On va faire une deuxième méthode. Alors, d'après la question précédente, on a vu que alpha n est solution de l'équation f de x est égal à 1 sur n. Alors, puisque alpha n est solution de l'équation f de x est égal à 1 sur n, donc on a bien f de alpha n est égal à 1 sur n. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3. On sait que f de x est égal à ln de x sur x. Donc, en remplaçant x par alpha n, on obtient bien ln de alpha n sur alpha n est égal à 1 sur n. Donc, alpha 3 est solution de l'équation en remplaçant n par 3. C'est donc ce alpha 3 est solution de l'équation ln de x sur x est égal à 1 tiers. Donc, en remplaçant x par alpha, nous obtenons donc ln de alpha 3 sur alpha 3 est égal à 1 tiers. C'est-à-dire, on a f de alpha 3 est égal à 1 tiers. De même pour alpha 4 qui est solution de l'équation ln de x sur x est égal à 1 sur 4. Donc en remplaçant x par alpha 4, on obtient ln de alpha 4 sur alpha 4 est égal à 1 quart. C'est-à-dire on a bien f de alpha 4 est égal à 1 quart. De même, alpha 5 est solution de l'équation ln de x sur x est égal à 1 sur 5. Donc, en remplaçant, puisque alpha 5 est solution de cette équation, en remplaçant x par alpha 5, on obtient ln de alpha 5 sur alpha 5 est égal à 1 sur 5. On a bien, ici, on a bien f de alpha 5 est égal à 1 sur 5. Alors, d'après la première question, on a vu que la fonction f est croissante sur l'intervalle de 1 à e. Donc, sur l'intervalle de 0 à e, la fonction f est croissante, donc elle est croissante sur l'intervalle de 1 à e. Donc on va préciser que d'après la première question de la partie A, notre fonction f est croissante sur l'intervalle ouvert à 0, fermé à e, ce qui montre qu'elle l'est aussi sur l'intervalle fermé de 1 à e qui est contenu dans l'intervalle ouvert à 0, fermé à e. Alors on sait que 1 tiers est strictement supérieur à 1 quart et strictement supérieur à 1 sur 5. Donc, en remplaçant 1 tiers par f de alpha 3, 1 quart par f de alpha 4, 1 sur 5 par f de alpha 5, on obtient donc, on a f de alpha 3 est strictement supérieur à f de alpha 4 et strictement supérieur à f de alpha 5. Donc, en commençant par f de alpha 5, nous obtenons f de alpha 5 est inférieur à f de alpha 4 et c'est inférieur à f de alpha 3. Puisque notre fonction f est croissante sur cet intervalle, donc nous avons l'équivalence, ce qui montre que alpha 5 est inférieur à alpha 4 et c'est inférieur à alpha 3. Ce qui nous permet donc de conjecturer que notre suite alpha n est donc une suite qui est décroissante. Deuxième question, petit b. Comparez pour tout entier n supérieur ou égal à 3, f de alpha n et f de alpha n plus 1. Puis, déterminez le sens de variation de la suite alpha n. Alors, c'est très simple. On nous demande de comparer f de alpha n et f de alpha n plus 1. On sait que tous les alpha n sont solutions de l'équation f de x est égal à 1 sur n. Donc, on va le préciser que d'après la question précédente, on a vu que alpha n est solution de l'équation f de x est égal à 1 sur n. Ce qui montre que f de alpha n, en remplaçant x par alpha n, nous obtenons donc f de alpha n est égal à 1 sur n. Et on précise que alpha n appartient à l'intervalle fermé de 1 à e. Alors, étant donné que tous les alpha n sont solutions de l'équation f de x est égal à 1 sur n, il est évident au rang suivant, c'est-à-dire
alpha n plus 1 est aussi solution de l'équation f de x est égal. Alors cette fois-ci, ce n'est pas 1 sur n puisque c'est au rang suivant. Donc f de x est égal à 1 sur n plus 1. Donc on va préciser que de même, alpha n plus 1 est solution de l'équation f de x est égal à 1 sur n plus 1. Et donc, étant donné que alpha n plus 1 est solution de cette équation, donc en remplaçant x par alpha n plus 1, nous obtenons donc f de alpha n plus 1 est égal à 1 sur n plus 1. Alors, on nous demande de comparer f de alpha n et f de alpha n plus 1. C'est comme si on nous demandait de comparer 1 sur n et 1 sur n plus 1. C'est très facile. Alors, on précise aussi que alpha n plus 1 appartient à l'intervalle fermé de 1 à 1. Alors, donc, comparer f de alpha n et f de alpha n plus 1 revient à comparer 1 sur n et 1 sur n plus 1. C'est très simple. Alors, on sait que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, n est plus petit que n plus 1. C'est-à-dire, 3 est plus petit que 4. 4 est plus petit que 5, 5 est plus petit que 6, et ainsi de suite. Et donc, en prenant les inverses, tout en sachant qu'en prenant les inverses, l'inégalité ici va changer de sens. Donc, l'inverse de n sera strictement supérieur à l'inverse de n plus 1. Donc, on a 1 sur n est strictement supérieur à 1 sur n plus 1. Alors, 1 sur n n'est rien d'autre que f de alpha n. 1 sur n plus 1, c'est f de alpha n plus 1. Donc, ceci revient à, on a donc f de alpha n est strictement supérieur à f de alpha n plus 1. Alors, on vient de comparer f de alpha n et f de alpha n plus 1. Alors, dans la suite, on nous dit déterminer le sens de variation de la suite alpha n. Alors, c'est très simple. Nous avons ici f de alpha n est strictement supérieur à f de alpha n plus 1. Donc, ceci pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3. Donc, on va écrire que pour tout entier n supérieur ou égal à 3, f de alpha n est strictement supérieur à f de alpha n plus 1. Tout en sachant que alpha n et alpha n plus 1 appartiennent à l'intervalle fermé de 1 à e. Donc, on va préciser que alpha n appartient à l'intervalle fermé de 1 à e et alpha n plus 1 aussi appartient à l'intervalle fermé de 1 à e. Alors, on a vu à la première question de la partie A que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert à 0 fermé à e. On va le préciser que d'après la première question de la partie A, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert à 0 fermé à e. Puisque l'intervalle fermé de 1 à e est contenu dans l'intervalle ouvert à 0 fermé à e, donc la fonction f est aussi croissante sur l'intervalle fermé de 1 à e. On va donc l'écrire que elle est aussi sur l'intervalle fermé de 1 à e qui est contenu dans l'intervalle ouvert à 0 fermé à e. Donc, on a pour tout entier n supérieur ou égal à 3, f de alpha n est strictement supérieur à f de alpha n plus 1, et puisque f est strictement croissante, ce qui montre que alpha n est donc strictement supérieur à alpha n plus 1. f de alpha n est strictement supérieur à f de alpha n plus 1, et puisque la fonction f est strictement croissante, donc on a bien alpha n est strictement supérieur à alpha n plus 1. Donc, on a pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, alpha n est strictement supérieur à alpha n plus 1, ce qui montre que la suite alpha n est une suite qui est décroissante. Deuxième question, petit c, en déduire que la suite alpha n converge. Et on nous dit, il n'est pas demandé de calculer sa limite. Alors, on nous demande d'en déduire que la suite alpha n converge. Donc, on doit se servir d'un résultat ou bien des résultats précis. On constate que, à la question précédente, c'est-à-dire ici, nous avons la suite alpha n est décroissante. Étant donné qu'on nous demande d'en déduire que la suite alpha n converge, on sait que la suite alpha n est décroissante. On sait que toute suite décroissante minorée converge. Donc, il suffit de montrer que la suite alpha n est minorée. Alors, on sait que pour tout entier n supérieur ou égal à 3,
tous les alpha n appartiennent à l'intervalle fermé de 1 à e. Ce qui nous permet donc d'encadrer alpha n, c'est-à-dire on a bien 1 inférieur ou égal à alpha n et c'est inférieur ou égal à e. Donc on a bien alpha n est compris entre 1 et e. Et c'est tous les alpha n. Ce qui montre que notre suite alpha n est minorée par 1, majorée par e. Donc on conclut que la suite alpha n est bornée, elle est minorée par 1 et majorée par e. Alors on vient d'écrire que la suite alpha n est bornée, minorée par 1 et majorée par e. Alors d'une part la suite alpha n est décroissante, d'autre part la suite alpha n est minorée. On conclut d'après le théorème de la convergence des suites monotones que la suite alpha n converge. Donc on va écrire que la suite alpha n étant décroissante et minorée, donc d'après le théorème de la convergence des suites monotones, la suite alpha n converge. Alors le théorème de la convergence des suites monotones nous dit que toute suite croissante majorée converge, toute suite décroissante minorée converge. Donc pour notre cas, la suite alpha n est décroissante et minorée, donc elle converge. Troisième question. On admet que pour tout entier n supérieur ou égal à 3, l'équation En possède une autre solution bêta n telle que 1 est inférieur ou égal à alpha n, c'est inférieur ou égal à e et c'est inférieur ou égal à bêta n. Petit a, on admet que la suite bêta n est croissante. Établir que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, bêta n est supérieur ou égal à n bêta 3 sur 3. Alors c'est très simple, on nous demande d'établir que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, on a bêta n est supérieur ou égal à n bêta 3 sur 3. Alors, on nous dit que on admet que pour tout entier n supérieur ou égal à 3, l'équation En possède une autre solution bêta n. Donc, les bêta n sont solutions de l'équation f de x est égal à 1 sur n. Alors, bêta 3 est aussi solution de l'équation f de x est égal à, alors au lieu que ce soit 1 sur n, c'est plutôt 1 sur 3, puisque c'est bêta 3. Donc, on va écrire que bêta 3 est solution de l'équation f de x est égal à 1 tiers. Donc, en remplaçant x par bêta 3, nous obtenons bien f de bêta 3 est égal à 1 tiers. On connaît f de x c'est ln de x sur x. Donc f de bêta 3, c'est bien ln de bêta 3 sur bêta 3. Donc on a ln de bêta 3 sur bêta 3 est égal à 1 tiers. Ce qui nous permet donc de tirer ln de bêta 3. Donc on a ln de bêta 3 est égal à bêta 3 sur 3. On a fait juste le produit de moyenne est égal au produit des extrêmes et on a tiré bêta 3. Alors, bêta n est aussi solution de l'équation f de x est égal à 1 sur n, puisque ce sont les solutions de e. Donc, bêta n, on va écrire que bêta n est aussi solution de l'équation f de x est égal à 1 sur n. Donc, en remplaçant x par bêta n, nous obtenons f de bêta n est égal à 1 sur n. On sait que f de x est égal à ln de x sur x. Donc, f de bêta n est égal à ln de bêta n sur bêta n. Donc, on a ln de bêta n sur bêta n est égal à 1 sur n. Et ici, on tire ln de bêta n et nous obtenons donc ln de bêta n est égal à bêta n sur n. Alors, on nous dit que la suite bêta n est croissante. Puisque la suite bêta n est croissante, on peut conclure directement que la suite bêta n est minorée par son premier terme. Parce que le premier terme, c'est le plus petit de tous les termes. Donc, le premier terme minore la suite. On va donc préciser que, étant donné que la suite bêta n est croissante, donc la suite bêta n est minorée par son premier terme. Nous avons ici n supérieur ou égal à 3. Donc, le premier terme, c'est bien B3. Donc, on a, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, nous avons bien B3 est plus petit ou égal à bêta n. C'est-à-dire que
tous les bêta n sont supérieurs ou égales à bêta 3. Ou encore, bêta 3 est inférieur ou égal à bêta n. Alors ici, on nous demande d'établir que bêta n est supérieur ou égal à n bêta 3 sur 3. Ici, nous avons ln de bêta 3. Ici, nous avons ln de bêta n. Nous avons bêta 3 sur 3, bêta n sur n ici. En prenant l'image par la fonction ln, on sait que la fonction ln est une fonction qui est strictement croissante. En prenant l'image par la fonction ln, l'inégalité ici ne va pas changer de sens. Pourquoi? Parce que la fonction ln est strictement croissante. Donc, en prenant l'image par la fonction ln, nous obtenons donc ln de bêta 3 est inférieur ou égal à ln de bêta n. Or, ln de bêta 3, c'est bien bêta 3 sur 3. ln de bêta n, c'est bien bêta n sur n. En remplaçant, nous obtenons donc bêta 3 sur 3 est inférieur ou égal à bêta n sur n. Alors ici, en multipliant le tout par n, nous obtenons n bêta 3 sur 3 est inférieur ou égal à bêta n. Ou encore, en commençant par bêta n, on retrouve bien bêta n supérieur ou égal à n bêta 3 sur 3. Donc, en commençant par bêta n, on a bêta n est supérieur ou égal à n bêta 3 sur 3. Troisième question, petit b. En déduire la limite de la suite bêta n. On nous demande d'en déduire la limite de la suite bêta n. Ici, on voit que tous les termes de la suite bêta n, d'après la question 3 petit a, c'est-à-dire cette question, on voit que tous les termes de la suite bêta n sont plus grands que n bêta 3 sur 3. Donc, en prenant la limite, nous obtenons directement la limite quand n tend vers plus l'infini de bêta n sera donc supérieure ou égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n bêta 3 sur 3. Donc, on va prendre les limites directement. Alors, on sait que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, nous avons vu à cette question, la question précédente, que bêta n est supérieur ou égal à n bêta 3 sur 3. Et donc, en passant directement aux limites, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de bêta n est donc supérieure ou égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n bêta 3 sur 3. Alors, bêta 3 sur 3, c'est une constante. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de n tout court nous donne plus l'infini. Donc, cette limite nous donne plus l'infini multiplié par bêta 3 sur 3. Bêta 3 étant positif, puisque bêta 3 appartient à l'intervalle fermé de 1 à e, bêta 3 est positif. Donc, un nombre positif multiplié par plus l'infini nous donne bien plus l'infini. Donc, on va écrire que la limite quand n tend vers plus l'infini de n bêta 3 sur 3 est égale à plus l'infini. Alors, au final, on a donc la limite quand n tend vers plus l'infini de bêta n est supérieure ou égale à plus l'infini. Ce qui montre que la limite quand n tend vers plus l'infini de bêta n est égale à plus l'infini parce que il n'y a pas un autre nombre qui soit plus grand que plus l'infini. Donc, on conclut directement que, d'après le théorème de comparaison, la limite quand n tend vers plus l'infini de bêta n est égale à plus l'infini. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.